Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Le meurtre d'une mondaine d'Atlanta. C'est vraiment incroyable que quelqu'un ait pu faire ça uniquement pour l'argent. Un millionnaire ambitieux. Je crois que la vérité a enfin une opportunité d'éclater. Palm Beach, le fleuron de la haute société américaine, est l'une des villes les plus glamour du monde. Jusqu'où quelqu'un peut-il aller pour figurer sur une liste d'invités prestigieux, pour fréquenter les endroits les plus huppés? Découvrons-le dans cet épisode de Crime en haute société. Vendredi 16 janvier 1987, 8h15 du matin. Sur Slayton Drive, dans le quartier chic de Buckhead, à Atlanta, une porte est restée ouverte. À l'intérieur, une femme sans vie gît à côté d'un bouquet de fleurs. Son nom est Lita Sullivan. La nouvelle du meurtre de Lita Sullivan va très vite se propager de Buckhead jusqu'aux résidences de Palm Beach. C'est là qu'elle vivait avec son mari, un anti-opportuniste du nom de Jim Sullivan. Son ambition à lui et leur mariage instable vont devenir les clés du mystère qui entoure sa mort. Lita et Jim Sullivan se marient en petit comité en décembre 1976. Ils forment un couple très étrange. Pour Jim, ce n'est qu'une étape d'un voyage qui a commencé 29 ans plus tôt dans les rues malfamées du célèbre quartier sud de Boston. Jim grandit dans la pauvreté, mais il est plein de ressources. L'une de ses principales qualités est le charme, et il en fait bon usage. Jim Sullivan pouvait charmer n'importe qui. Il pouvait être très charismatique. Il avait ce faux accent de la bourgeoisie bostonienne et il était plein de sollicitude. Il pouvait paraître extrêmement charmant. Il est aussi ambitieux et impitoyable. Il fait partie de ces individus qui ont un ego surdimensionné et qui se fichent complètement que leurs actes puissent affecter d'autres personnes. C'est un personnage plutôt tape à l'œil. Je crois que le mot qui le définit le mieux, c'est arrogant. Jim Sullivan n'a pas l'intention de rester toute sa vie à Boston. C'est un parent qui vit à Macon, en Géorgie, qui lui permet de partir en 1973. Son oncle Frank Bienert, qui tenait un commerce d'alcool à Macon, en Géorgie, lui a proposé un poste d'assistant dans son affaire. Frank était un homme âgé et sans enfant. Sullivan a accepté l'offre. Son oncle Frank voulait vraiment que quelqu'un reprenne son affaire afin d'assurer ses vieux jours. Jim accepte de venir, mais à la seule condition que son oncle Frank lui cède la société après sa mort. Mais après seulement 1 an de collaboration, les relations entre Jim et son oncle Frank deviennent tendues. Jim Sullivan a insisté pour obtenir toute l'affaire, dans l'éventualité où Frank viendrait à mourir. Or, il se trouve que Jim Sullivan était sur le point de se faire licencier, à peine 1 an après avoir rejoint la société. Comme par hasard, Frank Bienert est mort cette même semaine. La mort de son oncle ne peut pas mieux tomber pour Jim Sullivan. Le gamin débraillé des quartiers sud de Boston possède désormais une affaire pesant 5 millions de dollars. Mais Jim est encore un peu fruste, et c'est là que Lita entre en jeu. Lita McClinton a grandi dans les hautes sphères de la société afro-américaine d'Atlanta. C'est un univers de famille nantie, de galas et de clubs très fermés. Carmen Burns était une amie d'enfance de Lita McClinton. Il y avait une association pour les jeunes noirs qui s'appelait le Jack and Jill Club. Ils en étaient membres et beaucoup d'enfants noirs des familles huppées l'étaient aussi à l'époque. On organisait souvent des réceptions. Il y avait le bal des débutantes. C'était l'équivalent de ce qu'on trouvait dans la bonne société blanche. Au Jack and Jill Club, Lita apprend très tôt l'importance des bonnes manières et du style. Elle aimait se maquiller. Elle aimait s'habiller. Elle aimait être jolie.
D'ailleurs, j'avais pour habitude de dire à mes filles qu'il n'y avait pas de secret, qu'il fallait souffrir pour être belle. Lita aimait les belles choses et sa famille l'a habituée à tout ça. Elle avait le caractère extraverti de quelqu'un qui est toujours dans son élément en société. Jim Sullivan rencontre Lita en 1976 dans une boutique de luxe d'Atlanta. Il courtise la jeune femme de 22 ans avec tout son charme et l'argent frais dont il vient d'hériter. Elle trouvait Jim extrêmement charmant, très prévenant. Elle trouvait que c'était quelqu'un de très affable. Je crois qu'il avait cette capacité d'être charmant tout en racontant des salades, des mensonges. Lita possède quelque chose dont Jim a désespérément besoin, le sens de la mode. Si je me souviens bien, Jim avait 2 pantalons en polyester quand je l'ai connu. Un pantalon vert et un autre rouge. Avec l'aide de Lita, le look de Jim est complètement transformé. Il change de coupe de cheveux, met des lentilles de contact et commence à porter des costumes hors de prix. Après s'être fréquentés pendant 1 an, Jim et Lita se marient. Elle pensait avoir rencontré un homme un peu plus âgé qui lui apportait la sécurité financière ainsi que toutes ces choses qu'elle appréciait. Un côté glamour, les voyages de rêve. Après le mariage, Lita s'installe à Macon avec Jim. Mais Jim a déjà jeté son dévolu sur Palm Beach. Jim se croyait toujours plus malin que les autres, et comme il fréquentait les hautes sphères, il se considérait lui-même comme faisant partie de la haute société. Il était tombé amoureux de Palm Beach lors de ses nombreux séjours précédents. À la fin de l'année 1982, il envisage d'y acheter une maison. Il finit par trouver exactement ce qu'il cherche. Une maison appelée la Casa Eleda sur Ocean Boulevard, à seulement quelques rues de la fameuse Mar-a-Lago appartenant à Donald Trump. L'achat de la Casa Eleda est un coup de génie pour Jim Sullivan. C'est aussi le symbole de ses aspirations de nouveau riche. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'à Palm Beach, le terme de nouveau riche est péjoratif. À l'hiver 1983, Jim Sullivan a déjà vendu la société de distribution d'alcool dont il a hérité de son oncle pour 5 millions de dollars. Sa femme Lita et lui emménagent dans une résidence historique de Palm Beach au bord de l'océan, la Casa Eleda. La haute bourgeoisie américaine est attirée par Palm Beach depuis plus d'1 siècle. Depuis l'arrivée de la famille Vanderbilt, la ville a fait de la satisfaction de l'élite son objectif principal. Pour Jim Sullivan, c'est un grand changement par rapport au quartier sud de Boston. En arrivant à la Casa Eleda, il pense être arrivé à ses fins. On appelle ça le terrain de jeu. J'imagine que c'est en référence au temps magnifique, aux plages, aux palmiers. Et ce sont les gens riches et célèbres qui font la réputation de Palm Beach. John Sorovec possède et dirige l'une des galeries d'art les plus huppées de Palm Beach. Je pense que c'est la crème de la crème. Si vous voulez traverser la rue, les voitures s'arrêtent exprès pour vous. Cet esprit de gentillesse est toujours présent. Ce n'est pas pour dire, mais je me considère comme très chanceux de vivre sur cette avenue. Dans les restaurants comme chez Dempsey, le beau monde ne vient pas le samedi soir, mais le jeudi. Le jeudi, c'est le grand soir. C'est le jour de congé des domestiques. Et vu que les résidents ne sont pas très enclins à cuisiner eux-mêmes, ils viennent ici. Il y a beaucoup de monde le jeudi. À Palm Beach, les week-ends sont réservés aux soirées dans les clubs. Aucune autre ville d'Amérique ne fait la fête comme Palm Beach. Et aucune autre ville d'Amérique ne compte autant de clubs privés. Il y en a plein. Il y a les clubs pour dîner en ville, il y a le club Colette, il y a le Country Club de Palm Beach qui est similaire à l'Everglades Club, tout au nord de l'île. Beaucoup de gens viennent ici parce que c'est un endroit très en vogue. Tous les soirs, il y a des soirées distinguées, souvent 2 ou 3 fois par soir. Le but de Jim Sullivan est de faire partie de cette haute société très fermée. Il est persuadé que la restauration des 1600 mètres carrés de la tentaculaire Casa Eleda lui offrira son entrée dans le gratin de Palm Beach.
Ça ne nuit pas, quand on est beau, jeune et dynamique, d'habiter une résidence à 3 ou 4 millions de dollars au bord de l'océan. Ça permet de se faire une réputation. Et je dirais que c'est un des ingrédients qui peut aider à pénétrer certains cercles. Pour l'aspirant social de Palm Beach, il n'y a que 2 clubs qui comptent, l'Everglades Club et le Bath and Tennis. Malgré sa résidence et ses millions, Jim n'est invité dans aucun de ces clubs très fermés. Ils allaient aux matchs de polo et autres festivités du genre, mais ils n'étaient pas considérés comme membres à part entière. Je le voyais dans des restaurants et à des fêtes. C'était des endroits à la mode. Je ne crois pas qu'il était membre d'un club en ville. Ce n'est pas là que je le croisais. Le problème, c'est Lita. Jim s'aperçoit que le fait d'être un homme blanc marié à une femme noire ne passe pas bien dans la haute société de Palm Beach. Lita me disait que les gens qui sonnaient à sa porte lui demandaient toujours si la maîtresse de maison était là. Ils ne la considéraient jamais comme la maîtresse de maison et elle était forcée de dire que c'était elle, la maîtresse de maison. À Palm Beach, les choses n'étaient pas faciles pour elle. Un jour, j'ai demandé à Jim Sullivan pourquoi il avait cru pouvoir se permettre d'amener une femme afro-américaine dans la haute société de Palm Beach dans les années 80. Sullivan m'a répondu « Si j'ai fait ça de façon éhontée, c'est par orgueil. » Mais Jim est trop naïf pour comprendre qu'on ne peut pas être accepté par l'élite de Palm Beach en claquant des doigts. Des nababs, beaucoup plus fortunés que Jim, ont déjà échoué. Mais de son point de vue, le problème vient entièrement de Lita. À ce moment-là, compte tenu de sa personnalité et de qui il était, Jim a décidé que son épouse n'en valait pas la peine. Son rang social était plus important. À partir de 1984, Jim est aperçu dans ses soirées, mais seul. Il accepte des invitations dans les fêtes des résidences voisines, au dîner de collecte de fonds à 1 000 $ l'assiette et au gala de charité. Il accepte également d'autres sortes d'invitations. Alors qu'elle était brune, elle a commencé à trouver des mèches de cheveux blonds dans le lavabo, dans le lit et à d'autres endroits. Mais il n'y a pas que les liaisons. Jim est aussi cruel avec Lita en d'autres circonstances. Parfois, Jim racontait aux gens que Lita travaillait pour lui. Il a commencé à l'exclure de sa vie. Il voulait devenir un des personnages importants de Palm Beach. Il était infidèle. Il lui laissait un budget si serré qu'elle devait lui demander de l'argent pour des choses aussi triviales qu'aller chez le coiffeur. C'était une vie à laquelle elle n'était pas habituée. Et le comble, c'est qu'elle faisait de son mieux pour sauver son mariage. Malgré le comportement de Jim, Lita n'est pas disposée à faire une croix sur son mariage. Mais avant que Jim ne lui promette de changer, il insiste pour lui faire signer un contrat post-nuptial. Voulant à tout prix sauver son mariage, elle accepte. Je suis sûr qu'il s'est dit que le mariage allait se terminer et il l'a forcée à signer un contrat où elle ne toucherait que 2 500 $ par mois en cas de divorce. Et elle a signé. Après avoir signé le contrat, elle emmène Jim chez un conseiller matrimonial où il promet d'abandonner ses flirts. Il scelle même sa promesse avec une bague en diamant à 28 000 $. Le diamant est peut-être éternel, mais la promesse de Jim ne tient même pas un mois. Elle était chez elle et elle a trouvé des sous-vêtements qui ne lui appartenaient pas. Elle s'est dit que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Elle a immédiatement fait ses valises et elle est rentrée à Atlanta. Lita est enfin prête à être délivrée de Jim Sullivan. En août 1985, après s'être installée dans une maison de Buckhead à 400 000 $, elle demande le divorce. À l'automne 1985, Lita Sullivan est de retour à Buckhead. Avec sa famille et ses amis, elle tente de mener une vie normale, dans l'attente de l'issue de son divorce avec Jim Sullivan. Divorcer de Jim Sullivan est une chose. Obtenir quelque chose de lui en est une autre. Pour sauver son mariage, Lita a signé un contrat post-nuptial.
Mais à son divorce, elle demande la moitié des biens, y compris la casa et Leda. Si Lita gagne son procès, les jours de Jim en tant que ponte de Palm Beach sont comptés. La loi sur le divorce en Géorgie offre à Lita une chance d'obtenir ce qu'elle veut. En Géorgie, une action en divorce n'est pas intentée devant un juge, mais devant un jury. Les preuves d'adultère, de violence conjugale ou de cruauté, si elles sont exposées lors d'un procès devant un jury en Géorgie, peuvent rendre l'issue très incertaine. Elle aurait forcément gagné la sympathie du jury. Une jeune notable noire ici, à Atlanta, devant un jury probablement à prédominance noire, elle s'en serait certainement très bien tirée. Après avoir été un atout, Lita est devenue un obstacle. Et Jim sait comment contourner les obstacles. Si le contrat était respecté, il s'en tirerait à bon compte. D'un autre côté, s'il n'était pas respecté, elle récupérerait la moitié de ses biens, que j'avais estimés à l'époque à environ 4 millions de dollars. La maison en valait 3 et son hypothèque était encore de 900 000 dollars. En d'autres termes, Jim aurait été fini. Il aurait pu dire adieu à la grande vie à Palm Beach. La seule façon pour Jim Sullivan de conserver sa propriété et son argent, c'est qu'elle abandonne volontairement les poursuites, ce qu'elle n'avait pas l'intention de faire. Ou alors il fallait qu'elle disparaisse de la circulation. Le matin du vendredi 16 janvier 1987, Lita Sullivan se prépare à passer la vitesse supérieure pour récupérer la moitié des biens du couple. Ce matin-là, elle est attendue au tribunal d'Atlanta. Un juge doit déterminer si le contrat post-nuptial qu'elle a signé avec Jim est contraignant ou si elle peut être autorisée à porter son affaire devant un jury. Mais Lita n'atteindra jamais le tribunal. À 8h15 du matin, quelqu'un sonne à la porte. Quand elle ouvre, un homme lui tend un bouquet de fleurs. Avant de sortir une arme et de tirer. La balle passe à travers le bouquet et atteint Lita en pleine tête. Elle est tuée sur le coup. Un voisin entend le coup de feu et appelle la police, avant d'alerter les parents de Lita. C'est vraiment un moment horrible, où on n'arrive même pas à pleurer. On parvient à peine à respirer. Quand Jim apprend le meurtre de Lita, sa réaction est complètement différente. Il appelle sa petite amie de l'époque et ils prévoient d'aller ensemble dans un restaurant chic de Palm Beach le soir même. À Atlanta, la police inspecte la maison où a été retrouvé le cadavre de sa femme, à la recherche d'indices. Dans l'entrée, on retrouve le bouquet de roses et une balle de 9 mm qui a raté sa cible. La police décide de garder le silence sur le calibre de l'arme du crime. Après avoir passé la scène de crime au peigne fin, la police d'Atlanta lance une enquête de grande envergure. Un voisin a, semble-t-il, aperçu le suspect. Le voisin décrit un homme dégarni d'1,80 m, ce qui permet à la police de dresser un portrait robot. Un autre voisin a vu 3 hommes quitter le quartier à toute allure dans une petite voiture blanche. La police rend alors visite à tous les fleuristes de la zone à la recherche d'une personne qui aurait acheté des roses ces derniers jours. L'enquête a révélé que 2 autres individus s'étaient rendus chez un fleuriste à 1 kilomètre de là et avaient acheté des fleurs ce matin-là. Les enquêteurs découvrent également que 3 hommes conduisant une petite voiture japonaise blanche sont descendus dans un hôtel proche de la maison, quelques jours avant le meurtre. Ils s'y sont tous présentés sous de faux noms. Les relevés téléphoniques de l'hôtel indiquent que ces hommes ont passé 3 appels à la résidence de Jim Sullivan à Palm Beach. Puis c'est un photographe local qui apporte un nouvel indice. À la demande de Jim Sullivan, George Pearl devait filmer en vidéo le contenu de la maison de Lita pour s'en servir lors des audiences du divorce. Mais la veille du meurtre, les avocats de Sullivan annulent brusquement le tournage. Quand je les ai appelés pour savoir pourquoi on abandonnait cet enregistrement vidéo alors qu'il en avait vraiment besoin pour son procès, on m'a dit qu'il n'avait plus envie de le faire, qu'il avait annulé. La police d'Atlanta est persuadée que Jim Sullivan est impliqué d'une façon ou d'une autre dans le meurtre de Lita. Mais du côté de Palm Beach, Jim a une autre théorie qu'il diffuse à qui veut l'entendre.
Jim lançait toutes sortes d'accusations. Il n'était soi-disant pas responsable, pas coupable. Il n'avait aucune raison de faire ça. Il se trouvait loin d'ici. Il a commencé à essayer de salir le passé de Lita, de faire croire qu'elle se droguait et que son meurtre était lié à une histoire de drogue. Carol Wright est reporter à Palm Beach depuis 1983. Il sous-entendait que Lita avait des problèmes de drogue. Il n'y a jamais eu de preuves allant dans ce sens. Mais je crois que beaucoup de gens y ont cru, et ont cru en son innocence. Pour beaucoup, il ne pouvait pas y être impliqué vu qu'il se trouvait à Palm Beach, alors qu'Atlanta était à des centaines de kilomètres de là, dans un autre État. Le lundi 18 janvier, des enquêteurs d'Atlanta se rendent à Palm Beach. Ils interrogent Jim Sullivan et saisissent ses relevés téléphoniques. Un appel en particulier retient leur attention. C'est un appel en PCV reçu depuis la cabine téléphonique d'une aire d'autoroute située à 40 minutes en voiture de la scène de crime à Buckhead. Un appel passé 40 minutes après le meurtre. En quittant Atlanta, l'un d'entre eux a passé un coup de fil à Sullivan pour lui transmettre ce qu'on pense être un signal codé. Nous supposons qu'il lui a donc adressé ce code afin de lui faire savoir que le meurtre avait bien eu lieu. Mais la police n'a toujours pas de preuves directes reliant Sullivan au meurtre. C'est en février que les enquêteurs font une nouvelle découverte. Lors d'un coup de fil passé à un vieil ami de Macon, et alors qu'il est sur écoute, Jim affirme que Lita a été tuée par une arme de calibre 9 mm. C'est ce qu'on appelle un pistolet automatique de 9 mm. Apparemment, il a 9 cartouches ou balles. Appelle ça comme tu veux, au lieu des 5 ou 6 qu'on trouve d'habitude. Cette découverte est une offrande pour les enquêteurs. C'est exactement pour cette raison qu'ils ont tenu secret le calibre de l'arme. Pour que le tueur la décrive et se trahisse par la même occasion. Et bien entendu, la personne qui indique le calibre n'est autre que Jim Sullivan. Mais cette nouvelle preuve ne garantit aucunement que Sullivan va bientôt payer pour son crime. Un homme aussi riche et rusé que lui ne va pas tomber sans livrer bataille. Nous sommes en avril 1987, 4 mois après le meurtre de Lita Sullivan. Pendant ces 4 mois, les enquêteurs ont rassemblé un certain nombre de preuves qui semblent toutes accuser Jim Sullivan. Le mobile de Sullivan est clair. Sans sa résidence ou son argent, il peut dire adieu à Palm Beach. Mais sa mise en examen n'est en aucun cas une chose entendue. Il faut comprendre qu'ils n'avaient pas l'identité des individus impliqués dans l'assassinat. Ils avaient certes des informations concernant des appels téléphoniques et les descriptions données par plusieurs témoins. Mais ce n'était rien de conséquent. Ces preuves étaient tout simplement insuffisantes. Sans plus de preuves directes, comme l'identité du tireur ou la preuve que Jim a commandité ce meurtre, le procureur pense que l'affaire ne tiendra pas devant un tribunal et décide de ne pas engager de poursuite. Pour l'instant, le mystère du meurtre de Lita Sullivan demeure officiellement irrésolu. Quand le procureur n'a pas engagé de poursuite, j'ai trouvé ça incroyable. Je dois avouer que j'étais vraiment écœurée. Je me suis dit que l'argent pouvait décidément tout acheter. Jim Sullivan continue son implacable ascension sociale à Palm Beach. 8 mois seulement après le meurtre de Lita, il se remarie. Il est tombé amoureux d'une femme du nom de Suki Ayukani. Ça a été déterminant pour son statut. Elle était exotique, elle était asiatique. Elle avait été mariée 3 fois avant Sullivan. Avec Suki à son bras, Jim repart à l'assaut des hautes sphères de Palm Beach. Et cette fois, il y parvient. Grâce à des contributions de campagne bien placées, Jim se retrouve à la tête du comité de préservation historique de Palm Beach. C'est une commission très importante car Palm Beach prend son histoire très au sérieux. Et il a fondé sa réputation là-dessus. Et c'était une réputation légitime. Ça lui a donné beaucoup de cachet. Quand vous faites partie de ce comité, tous ceux qui veulent faire des travaux de rénovation ou d'agrandissement doivent obtenir votre feu vert.
Après des années d'efforts, le rêve de Jim Sullivan devient enfin réalité. Il est accepté. Et il profite pleinement de sa position dominante dans le système de caste rigide de Palm Beach. Il est constamment présent dans les restaurants les plus huppés de Palm Beach et sur les listes d'invités les plus sélectes. C'était un personnage prétentieux et suffisant, qui sillonnait la ville au volant d'une de ses voitures de luxe pour paraître important. Ironie du sort, c'est un grain de sable qui va enrayer cette belle mécanique. En 1990, il est arrêté pour conduite avec un permis périmé. L'arrestation va déclencher une succession d'événements qui finira par conduire Jim au tribunal. Non pas le tribunal de police, mais le tribunal fédéral. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'envoyer un chèque de 25 ou 50 $, si je me souviens bien. Et rien ne serait arrivé. Mais au lieu de cela, il est allé au tribunal et a convaincu sa femme Sookie d'attester que l'agent s'était trompé et que c'était elle qui conduisait la voiture. La tactique de Sullivan se retourne contre lui et un juge de Palm Beach en colère lui inflige la peine la plus sévère. Sullivan est condamné à 1 an de résidence surveillée pour parjure. Mais ce n'est que le début. Des agents fédéraux saisissent cette opportunité pour fouiller la casa et l'EDA. Ils y trouvent plusieurs armes à feu qui ne sont pas enregistrées au nom de Sullivan. Il était en résidence surveillée, mais le fait de posséder ces armes devenait un crime. Il en avait 4, y compris un fusil à canoncier, qui est une arme très dangereuse. Jim est condamné à 18 mois supplémentaires de résidence surveillée. Pour Sookie, sa nouvelle épouse, cette nouvelle peine est celle de trop. En novembre 1990, elle quitte Jim et demande le divorce. Les procédures deviennent le scandale le plus croustillant de l'année. Le divorce avec Sookie a révélé son côté cruel. Ça a été un divorce digne de star du show business, qui a capté toute l'attention des médias. Il s'est donné beaucoup de mal pour apporter tous les habits et les objets personnels de sa femme, afin de montrer qu'elle était accro au shopping. Et puis, il avait toujours ce demi-sourire arrogant du genre « Tu ne m'auras pas. Tu peux toujours essayer, mais tu ne m'auras pas. » Mais Sookie n'est pas Lita. Jim Sullivan sous-estime grandement l'expérience des tribunaux de sa femme, 3 fois divorcée. Pendant le procès, Sookie fait une allégation qui ébranle littéralement la cour de Palm Beach. Elle a affirmé que le soir où ils sont rentrés du tribunal de police, il lui a expliqué pourquoi il lui avait demandé d'attester que c'était elle qui conduisait la voiture. Il craignait qu'on découvre qu'il conduisait malgré son retrait de permis suite à plusieurs excès de vitesse. Et il avait peur que ça mène à d'autres choses. Il lui a alors avoué qu'il avait engagé un tueur. Le stupéfiant témoignage de Sookie lors du procès de son divorce est exactement ce qu'attendaient les procureurs fédéraux d'Atlanta. En janvier 1992, des agents fédéraux arrêtent Jim Sullivan à Palm Beach et l'extradent vers Atlanta. Jim est peut-être trop radin pour payer une contravention, mais il ne regarde pas à la dépense pour échapper à la prison fédérale. À cette fin, il engage les meilleurs avocats, avec parmi eux Don Samuel. Il a été extradé de Floride vers Atlanta, où il était détenu à la prison fédérale d'Atlanta. C'est là-bas que je l'ai rencontré. On a eu des entretiens très tendus. Monsieur Sullivan, qui était passé d'une résidence à 3 millions de dollars à une cellule du pénitencier fédéral, était très anxieux, mais n'arrêtait pas de clamer son innocence. La Cour de justice accuse Jim d'avoir payé les services d'un tueur par le biais d'un commerce inter-État. La différence entre un procès pénal fédéral et des poursuites au niveau d'un État, c'est que le gouvernement fédéral doit prouver des connexions inter-États pour en faire un crime fédéral. Dans cette affaire, techniquement, le crime, c'était les appels téléphoniques, pas le meurtre en tant que tel. Un verdict de culpabilité dans un procès fédéral signifie la prison à vie et une amende de 1 250 000 $. Le procès de Jim Sullivan commence en juin 1992. S'il craint la possibilité d'une condamnation à perpétuité, il ne le montre pas. Je crois que la vérité va enfin pouvoir éclater dans les 2 ou 3 semaines à venir. Le témoin vedette de l'accusation n'est autre que l'ex-femme de Jim, Sookie. À la barre, elle raconte à nouveau sa version des aveux de Jim.
Sookie dit que Sullivan a augmenté le son de la radio pour empêcher d'éventuels micros de capter la conversation. Et il lui a dit qu'il avait fait assassiner Lita. C'est une allégation renversante. Si le jury croit au témoignage de Sookie, Jim Sullivan peut s'attendre à un changement radical de mode de vie. Mais il y a deux justices en Amérique, celle des très riches et celle des autres. Jim bénéficie des talents de ses avocats très cher payés, notamment quand ceux-ci démontent le témoignage de Sookie, révélant au passage certains épisodes louches de son passé. Sookie avait un passé sordide, alors ils ont essayé de l'utiliser contre elle. Ils l'ont traitée de croqueuse de diamants en disant qu'elle était avec lui uniquement pour l'argent. Notre position au procès a été de dire que le témoignage de Sookie était motivé uniquement par des soucis d'ordre financier et par le fait qu'elle pensait gagner plus d'argent dans la procédure de divorce si Jim Sullivan était en prison. La crédibilité de Sookie en tant que témoin étant mise en doute, les procureurs du gouvernement se concentrent sur les relevés téléphoniques qui associent Jim aux trois hommes mystérieux. Mais il y a un problème. Ce que le gouvernement ne pouvait pas faire, et c'était crucial, c'était de prouver le contenu des appels téléphoniques. Et dans le procès fédéral, la question n'était pas de savoir si Jim avait organisé le meurtre de sa femme, mais si ces appels téléphoniques étaient liés au meurtre. C'est ce qui en faisait un crime fédéral. Comme le gouvernement ne peut pas prouver le contenu des appels, la puissante équipe d'avocats de Jim demande au juge Marvin Shub d'abandonner les poursuites. Le sort de Jim Sullivan est en suspens. Le procès de Jim Sullivan dure depuis 3 semaines. Le matin du lundi 23 novembre, le juge Marvin Shub pénètre dans la salle d'audience pour statuer sur la motion de la défense qui demande un non-lieu. Le lundi 23 novembre, à 10h du matin, la décision tombe et fait l'effet d'une bombe. Le juge Marvin Shub prononce un non-lieu. J'étais sidérée, et je crois que c'était le cas de tout le monde. J'étais triste pour ses parents, pour sa sœur. Je me suis sentie mal. Et j'ai eu un sentiment de haine. Le mot est peut-être un peu fort. Je me suis demandé s'il y avait une justice. Je ne comprenais pas. Il y a eu des réactions de surprise dans la salle. J'ai eu de la peine pour la famille et pour les parents, car ils pensaient vraiment que ça irait jusqu'au bout. C'est ce que tout le monde croyait. Et il ne faut pas oublier que le juge lui-même a dit qu'il abandonnait les poursuites à contre-cœur. La question clé était de connaître le contenu de ces appels téléphoniques. Le gouvernement ne pouvait que formuler des hypothèses, qui ne sont jamais suffisantes pour envoyer un homme en prison à vie. Jim Sullivan s'estime entièrement innocenté. Je n'ai rien à voir avec la mort de Lita. Sa mort a été une grande tragédie. Grâce à Dieu et à mes avocats, cette épreuve est terminée. Mais l'épreuve de Jim est loin d'être terminée. Quand il retourne à Palm Beach, Jim s'aperçoit rapidement que ses habitants sont moins compréhensifs que le juge fédéral. Il n'est plus le bienvenu. Pendant un certain temps après le meurtre et avant l'accusation, il avait de nombreux soutiens en ville qui trouvaient qu'on était trop dur avec lui. Surtout les journaux. On trouvait ses détracteurs trop durs avec lui. On estimait que c'était quelqu'un de bien au comité de préservation. Mais suite à sa mise en examen à Atlanta, on lui a demandé de démissionner. On l'a exclu en quelque sorte. Les gens, sans forcément le lui dire en face, ne voulaient plus de lui dans les cercles qu'il avait l'habitude de fréquenter. À Palm Beach, Jim a fait son temps. Il est parti dès que le procès d'Atlanta s'est terminé. Il a mis sa maison en vente, elle s'est vendue très rapidement et il est parti. Sa nouvelle résidence n'a rien à voir avec la Casa Eleda. C'est un ranch dans la banlieue très peu glamour de Boynton Beach. Tout ce pourquoi Jim a travaillé et peut-être même tué est en train de lui échapper. Il a perdu sa maison et sa position tant désirée au comité de préservation. Il ne lui reste plus que son argent. Mais même cela n'allait pas durer longtemps. En 1994, les McClinton déposent une plainte au civil en Floride contre Jim Sullivan.
il est poursuivi pour homicide. C'était l'autre option qui nous restait. Une plainte au civil. Si on n'arrivait pas à l'avoir d'une façon, on allait essayer de l'avoir autrement. Les motivations de Monsieur et Madame McClinton pour engager ces poursuites n'ont jamais été d'obtenir les biens de Jim Sullivan. Ils voulaient que Jim Sullivan soit tenu pour responsable. Mais Jim est une cible toujours aussi difficile. Avant l'audience, il a d'excellents avocats, mais 2 jours avant le début du procès, il les renvoie. Il explique à la cour qu'il n'a plus un sou et qu'il compte assurer sa propre défense. Je crois que la stratégie de M. Sullivan était de se retrouver dans un procès contre 2 avocats. Ainsi, le jury aurait de la peine pour lui et lui accorderait le bénéfice du doute. Tout ce qu'il avait à perdre dans un procès civil, c'était de l'argent. Tout ça parce que je traverse un divorce. Tout ça parce que je traversais un divorce avec Suki. Je veux dire avec Lita. Tout ça n'annule pas pour autant les sentiments que j'ai eus pour une femme que j'ai épousée uniquement par amour. Si elle a voulu divorcer, c'est parce qu'on s'était éloignés l'un de l'autre et qu'on avait eu certains problèmes. Mais ça ne changeait rien à nos sentiments. Pour les McClinton, le passage à la barre des témoins est un moment très éprouvant. C'était horrible d'être interrogé par l'assassin de notre fille. Je crois que personne ne peut imaginer ce que ça fait d'être là tout en sachant ce qu'il a fait. Cette fois, le système judiciaire est à la hauteur de leurs espérances, du moins au début. En février 1994, le jury de Floride accorde 4 millions de dollars de dommages et intérêts aux McClinton. Ça a été un soulagement. On s'est senti vengé. Mais leur satisfaction est de courte durée. Jim fait appel de cette décision auprès d'une plus haute instance et le jugement est annulé pour vice de forme. En droit pénal, l'État a toute la vie d'une personne pour intenter un procès pour meurtre. Il n'y a pas de prescription. En revanche, en droit civil, la victime ou la famille de la victime ne bénéficie que d'une période de 2 ans pour agir. L'élément clé de cet appel était la prescription. Ainsi, malgré les preuves contre lui, les appels téléphoniques d'Atlanta, sa connaissance de l'arme du crime et son mobile évident, Jim Sullivan reste un homme libre. Jim Sullivan semble avoir plus de vie qu'un chat. Mais la justice n'en a pas encore fini avec lui. En janvier 1998, l'affaire Sullivan figure au sommaire de l'émission télévisée Extra. Mais peu de temps après, les autorités reçoivent un coup de fil étonnant. Quelqu'un dans un autre État a vu l'émission et s'est souvenu tout particulièrement de l'épisode de la livraison d'un bouquet de roses ou d'une boîte de fleurs à la porte de Madame Sullivan. Cette personne a appelé la police en indiquant qu'elle connaissait quelqu'un qui lui avait raconté une histoire en tout point similaire. Ce quelqu'un est un chauffeur de camion nommé Anthony Harwood. À l'époque, il nous a fallu 4 semaines pour confirmer cette information et faire le rapprochement entre Sullivan et Harwood. Ensuite, on a délivré un mandat d'arrêt contre Tony Harwood et on l'a interrogé. Dans la déclaration qu'il nous a donnée, il a cité M. Sullivan comme étant celui qu'il avait engagé pour assassiner Lita. Harwood affirme aux enquêteurs que Sullivan l'a payé, lui et 2 autres hommes, 25 000 $ pour assassiner Lita. C'est la preuve qu'attendaient les autorités. Elles ont maintenant un témoin qui peut relier Jim Sullivan au meurtre de Lita. En mai 1998, 11 ans après la mort de Lita, le procureur d'Atlanta donne une conférence de presse. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre de James V. Sullivan.
Pour Jim Sullivan, le couperet est enfin en train de tomber. Mais celui qui a déjà échappé à la justice peut-il réitérer son exploit? Pendant 11 ans, malgré son statut de suspect numéro 1, Jim Sullivan a évité la condamnation pour le meurtre de sa femme, Lita. Mais au printemps 1998, la justice semble enfin le rattraper. L'arrestation d'un camionneur qui affirme que Sullivan l'a payé pour tuer Lita se révèle être le chaînon manquant de cette affaire. Parfois, rien ne remplace l'argent quand il s'agit d'échapper au système juridique. Cette fois, ce n'est pas l'argent, mais la chance qui fait défaut à Jim Sullivan. Toutefois, les autorités vont faire une chose qui va effarer les observateurs. Le bureau d'enquête de Géorgie a appelé l'avocat de Sullivan pour demander que son client vienne se rendre de lui-même le lendemain. L'avocat a dit qu'il le ferait sans problème. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Jim Sullivan s'est volatilisé. Il a disparu. Au lieu de se déplacer jusqu'en Floride pour l'arrêter, les autorités font naïvement confiance à Jim Sullivan pour qu'il se rende à la police. Depuis le printemps 1998, Jim Sullivan est un fugitif aux yeux de la justice. Toutes les tentatives pour le localiser ou le contacter ont échoué. Jim Sullivan, vous êtes le plus grand lâche que je connaisse. Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Si vous êtes innocent, comme vous le prétendez, revenez et livrons bataille encore une fois, vous et moi. Une récompense de 500 000 $ est offerte pour quiconque livrerait une information menant à l'arrestation de Jim Sullivan. Son signalement a été rapporté aux enquêteurs depuis des endroits aussi éloignés que Bangkok et aussi proches que Palm Beach. En avril 1997, Jim Sullivan a été aperçu alors qu'il entrait dans le port de Caracas, au Venezuela. On sait qu'il a quitté le Costa Rica pour se rendre au Venezuela. À partir de là, on a perdu sa trace. Comme il a un passeport irlandais, certaines rumeurs prétendent qu'il est en Irlande. Je crois que Sullivan a acheté une maison et qu'il se trouve dans une zone entre le Panama et le Costa Rica, deux pays frontaliers. À mon avis, c'est là que se trouve Jim Sullivan en ce moment. C'est Mark Giuliano, agent du FBI, qui supervise la traque mondiale du fugitif Jim Sullivan. On travaille avec les autorités du Costa Rica, du Venezuela, de Thaïlande et d'Irlande du Nord, pour ne citer qu'elles. J'ai bon espoir qu'on finira par retrouver Monsieur Sullivan. Ceux qui sont familiers de l'affaire pensent que l'amour de l'argent causera la perte de Jim Sullivan. Il y a quelqu'un quelque part qui sait où se trouve Jim Sullivan. Une personnalité du milieu bancaire, à l'échelle locale ou internationale, peut retrouver Jim Sullivan par le biais de son argent. Je crois qu'il finira par se faire attraper quelque part dans ce pays. Quand il reviendra pour un besoin quelconque, il sera soit assez arrogant pour espérer revenir sans se faire prendre, soit assez fauché pour organiser un retour motivé par l'argent. Il y a un vieil adage qui dit qu'on ne peut pas se cacher éternellement. Et j'y crois fermement. Son dossier reste ouvert et on a des agents ici et à l'étranger qui le recherchent pour le livrer à la justice. Le 2 juillet 2002, 2 semaines à peine après la première diffusion de ce programme, Jim Sullivan a été arrêté dans un luxueux hôtel de Thaïlande suite à un appel anonyme au FBI. Après son arrestation, il a déclaré à des journalistes qu'il voulait rentrer aux États-Unis pour laver son nom. Jim Sullivan avait du pouvoir et des privilèges. 15 ans après la mort de Lita, justice allait enfin être rendue. Ici Dominique Dunn, merci de nous avoir suivis.